Bonjour à tous et bienvenue sur Montréal Boulevard. Le nom est assez évocateur et vous annonce la couleur. Je suis Aurélia, j'ai 24 ans, je suis architecte et j'habite à Montréal. Dans ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience à Montréal depuis 7 mois, mais pas que. Depuis que j'y vis, je ne cesse de découvrir des petites perles qui me font vibrer et que je souhaite vous partager sans plus attendre. Avant de commencer, je souhaite vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Montréal Boulevard. Si le podcast vous plaît, vous pouvez le partager autour de vous et mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou un avis sur votre application préférée. Ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, je reçois Gonzalo Soldi, fondateur de Up Studio, une entreprise de création multisensorielle. Avec Gonzalo, nous avons parlé de comment amener l'art à tous dans l'espace public afin que tout le monde puisse s'y intéresser, en faisant disparaître les préjugés comme quoi l'art est réservé à un certain public aisé et cultivé, un sujet qui me tient à cœur. Nous avons également parlé de son parcours du Pérou à Montréal, de l'architecture au théâtre et d'un important projet sur lequel Up Studio va travailler pour représenter le Canada à l'international. Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Gonzalo Soldi, le cofondateur de Up Studio à Montréal. Oui, bonjour, mon nom est Gonzalo Soldi. Je suis cofondateur de Up Studio, directeur de création. Moi, j'ai un parcours un peu particulier. J'ai commencé dans le milieu de l'architecture. J'ai étudié 1 an et demi en architecture au Pérou. Et ensuite, j'ai laissé la carrière pour venir à Montréal faire du cirque. J'ai fait du cirque pendant 5 ans pour ensuite me retrouver dans le milieu des arts de la scène en tant que concepteur. Je me suis intéressé à tout ce qui était derrière la scène, à tous les côtés conceptuels. Et ça m'a amené à l'École nationale des théâtres où j'ai rencontré Thomas Payette avec qui j'ai fondé les studios. Et en gros, mon parcours, ça a été toujours de chercher une façon de s'exprimer dans l'espace public, de s'exprimer autant avec l'architecture qu'avec les cirques, qu'avec les théâtres, qu'avec la scénographie, qu'avec les côtés conceptuels d'une installation d'art public. Donc c'est toujours cette quête-là de communication, de création et toujours sur un volet artistique. Au niveau du studio, en fait, Up Studio, c'est une boîte de création on appelle multisensorielle, multidisciplinaire, multimédia. Il y a beaucoup de multi, mais en gros, on utilise plein des moyens différents pour créer des environnements immersifs, des environnements qui parlent aux visiteurs, au public. On a commencé dans le milieu du théâtre, évidemment, à cause de l'école. Et ensuite, on s'est ouvert à l'espace public et on crée aussi des environnements scénographiques. Donc, les buts, ça a toujours été encore une fois, de s'exprimer au début au théâtre. Et on s'est ouvert pour des raisons d'impact. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au théâtre, notre impact était très ciblé, très petit. Donc, on a voulu s'ouvrir vers la place publique pour toucher des gens qui, normalement, seraient pas touchés pour des pièces de théâtre ou des pièces de danse, des gens qui normalement font pas face à des œuvres d'art. Donc c'est une des raisons pourquoi on s'est tourné vers les œuvres d'art public et scénographie multimédia c'est venu par la suite pour pas juste travailler dans des contextes des salles de spectacle, mais aussi ça peut dans les galeries d'art, dans des foires, par exemple la foire du livre de Francfort, ou n'importe quel événement majeur où on crée un concept d'environnement scénique, d'environnement multimédia dans lequel on a un narratif derrière, comme on le ferait au théâtre. Donc si je comprends bien, il y a vraiment le fait de démocratiser l'art pour le public qui est important aussi pour vous, que tout le monde puisse accéder à cet art visuel en quelque sorte. Il y a la notion de démocratiser qu'on utilise souvent. Moi, je préfère parler plus de toucher à des gens qui sont peut-être même pas intéressés, parce que je pense que pour nous c'est pas très complexe de toucher les gens qui sont déjà intéressés par l'art. Si on fait notre travail de marketing comme il faut, les bons publics va se rendre à la salle. Et c'est pas juste une question
par exemple, dans une pièce de spectacle, faire en sorte que les billets coûtent rien pour que tout le monde puisse y accéder. Donc, c'est pas juste une question de démocratiser, mais c'est aussi de surprendre des gens dans un espace public. C'est des passants, par exemple, qui sortent d'un métro et qui sont touchés par une œuvre, quand c'est pas nécessairement des gens qui cherchent à être touchés par des œuvres, et générer une petite étincelle, un mini changement sur des gens qui normalement n'y auraient pas eu accès ou intérêt. Je trouve que dans le démocratiser, il y a l'acte de, par exemple, la démocratie, c'est aller voter, mais il faut choisir d'aller voter pour que cette démocratie s'applique. Mais quand on va à la place publique, au-delà de démocratiser, c'est de générer des changements chez des gens qui normalement seraient juste pas allés voter parce qu'ils croient pas sur la démocratie. Si on fait le parallèle avec des mots démocratisés. Oui, parce que c'est vrai que même si le théâtre, par exemple, comme tu dis, on le fait gratuitement, les gens, il faut qu'ils fassent l'effort de se rendre dans la salle de théâtre et donc de peut-être briser certains préjugés qu'ils ont du théâtre, qu'il faut peut-être que c'est pas pour tout le monde, qu'il faut bien s'habiller, alors que là c'est vraiment dans la rue, donc les gens ils ont même pas besoin de s'y rendre, c'est l'art qui se rend à eux en fait, c'est ça un peu. Ouais, exactement. L'art qui se rend à eux, l'art qui traverse leur espace, leur cheminement. On a fait beaucoup d'œuvres. Souvent, on essaie de placer les œuvres dans des zones où il y a beaucoup de passages, parce qu'on veut pas nécessairement que les gens viennent découvrir les œuvres. On ne veut pas que les œuvres soient cachées, mais qu'elles rencontrent un public qui était pas prédéterminé à aller chercher. En fait, on veut pas que le public aille chercher les œuvres, mais que les œuvres soient dans le chemin des gens pour créer des rencontres qui normalement ne devraient pas avoir lieu dans le cours normal des choses. Et pour revenir à l'expérience entrepreneuriale, j'ai vu sur ton LinkedIn que tu avais eu plusieurs expériences comme auto-entrepreneur, il me semble, dans le domaine de la lumière notamment, si je me trompe pas. Ouais. Oui. Est-ce que peut-être tu peux nous en parler un petit peu, puis nous dire ce qui t'a mené à devenir ton propre patron, créer ton entreprise? Voilà. Ouais, en fait, j'ai eu plusieurs compagnies avant, même au Pérou, j'ai eu une compagnie des vêtements peints à la main, j'ai eu une compagnie des planches, des skimboards, qui est comme une planche de surfboard, mais en bois et un peu plus petite. Et j'ai aussi fait des jupes cousues à la main au Pérou. Donc, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale dès l'âge des 15 ans. Et ça a été toujours au Pérou, c'est très rare que les jeunes travaillent, donc je me créais des petits emplois moi-même parce que je trouvais que c'est une belle façon de s'initier dans le milieu du travail. Et arrivant au Québec, j'ai presque toujours été pigiste, et les fois où j'ai été employé, j'ai trouvé que j'avais toujours un regard critique sur comment une compagnie est structurée. Je pense que j'avais même besoin je pense, quand on parle des pigistes, des travailleurs autonomes, on pense toujours qu'on gère notre propre horaire, on choisit quand est-ce qu'on travaille pas. Puis c'est sûr que c'est c'est très optimiste comme façon de définir les pigistes. Finalement, on travaille tout le temps. Et le travail entrepreneur, c'est relativement la même chose. C'est juste qu'on a une extension autour de nous qui est notre équipe avec laquelle on travaille. Et Hub Studio a été fondé comme ça. En fait, le nom Hub, c'est un noyau, c'est un réseau. C'est là où les choses se rassemblent. Et quand Thomas et moi avons fondé la compagnie, ce qu'on a fait, c'est d'étendre notre travail des pigistes. En fait, les deux, on a créé un noyau dans lequel parfois lui il m'a remplacé pour des projets que je n'étais pas complètement capable de faire. Parfois, c'était moi qui le remplaçais. Et essentiellement, on a créé on a commencé à travailler sous le nom des Hub Studio à 2. Et rapidement, on est devenu 4. Et ensuite 8. Et on a grandi jusqu'à maintenant, on est rendu 12. Et c'est sûr que la mentalité, la vision a beaucoup évolué. Mais à la base, il s'agissait d'avoir une liberté, pas tant en termes de quand est-ce qu'on travaille et quand est-ce qu'on travaille pas, mais qu'est-ce qu'on veut dire, c'est quoi les fondations de cet organisme-là, comment on travaille, sur quoi on travaille, c'est quoi notre vision, qu'est-ce qu'on veut dire dans le milieu entrepreneurial, qu'est-ce qu'on veut dire comme créatif. Et finalement, l'entrepreneuriat,
pour moi, ce que c'est une liberté de parole et une liberté de façon de faire plus qu'une liberté d'horaire, parce que Oui, c'est plus dans que les ça, en faits, fait. c'est ça, dans les faits, on se retrouve à travailler beaucoup parce qu'on croit on croit dans la chose, on croit en l'entité, on croit dans l'équipe. Donc, on travaille beaucoup, mais finalement, ça reste que c'est passionnant parce qu'on bâtit quelque chose d'unique et on crée une identité propre de l'entreprise qui est en constante évolution. Oui, c'est ça, en fait, c'est rassembler les compétences de chacun pour faire quelque chose qu'on vise le mieux possible, en fait. Ouais, oui, puis c'est sûr qu'il y a plusieurs façons de faire. Quand on rassemble des gens, on peut cibler un besoin puis faire en sorte que les compétences de quelqu'un fit avec ces besoins-là. Nous, ce qu'on a priorise, c'est sûr qu'on a une recherche qui en a besoin pour combler un besoin ou qui en a besoin pour combler un poste. Mais une fois que la personne arrive, on regarde c'est quoi les ambitions de cette personne-là dans le futur, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, comment que la personne peut grandir au sein de l'entreprise et on veut que les gens aient des buts personnels aussi pour qu'ils puissent grandir au sein de l'entreprise et pas qu'ils restent dans un poste déterminé pour servir l'entreprise. Donc on veut et on a eu des belles exemples des gens qui ont passé pour l'entreprise et qui sont partis parce que ça a été les tremplins qu'ils avaient besoin pour aller ailleurs dans leur vie professionnelle. On veut que l'entreprise serve des tremplins pour les gens qui font partie et pas juste de combler un poste comme on le voit dans les plus grandes entreprises des très grosses tailles. Oui, parce que j'imagine que vous, si vous avez quitté le monde du salariat, c'est peut-être aussi que vous comprenez bien aussi la volonté des gens à ne pas être dans une case, à rester. Voilà. Ouais, c'est sûr que c'est ça la difficulté, je pense, d'être chef d'entreprise. C'est sûr que c'est une difficulté qui ça a été des choses qui moi personnellement m'ont beaucoup des choses qui m'ont les plus surpris. Ça a été que j'étais très critique des compagnies qui m'employaient avant. Et quand j'ai fait face à des employés qui trouvaient qu'on n'avait pas nécessairement les bonnes façons de faire, on pourrait améliorer certaines choses au niveau des communications, de quel projet on prend, de comment on le prend, j'ai remarqué la complexité de bien gérer une équipe. Je pense pas qu'on ait une compagnie qui est parfaite. Je pense pas que ça existe, une compagnie parfaite, mais ça m'a fait comprendre plein des couches et des subtilités qu'il faut pour bien guider une équipe. Et ça fait en sorte qu'on travaille très très fort pas juste pour trouver des projets, mais aussi pour trouver la meilleure façon pour que les gens se sentent accomplis dans la compagnie, se sentent bien, sentent qu'ils ont leur place et sentent qu'ils peuvent grandir au sein de la compagnie. Parce qu'en plus, cette philosophie-là, après, elle se ressent dans le projet que vous allez rendre aussi, parce que s'il y a une bonne équipe qui s'entend bien, qui donne bien ses idées, généralement, j'imagine, ça se ressent dans le rendu. Ouais. Oui, les meilleurs projets qu'on a fait dans la boîte, on les a fait quand on a eu une belle symbiose. Et je dirais que les moins bons projets, les échecs ou ceux qui ont moins bien abouti, c'est parce qu'on n'a pas eu cette étincelle-là pour que les gens travaillent bien ensemble. Et ce qu'on cherche de plus en plus, c'est que cette étincelle-là soit toujours présente dans tous les projets. Donc tu l'as dit avant, t'as commencé par étudier l'architecture à Lima, c'est ça? Ouais. Puis la production théâtrale à l'École nationale du Canada. D'après toi, c'est quoi le lien entre les deux disciplines? Les deux disciplines, les liens, c'est les gens. C'est les gens qui, dans un cas, ils habitent, dans l'autre, ils arrivent dans une salle de spectacle pour l'habiter, l'espace d'un spectacle. Mais ce qui m'intéresse dans l'architecture et qui m'intéresse encore, c'est oui le côté fonctionnel, mais le côté sens aussi. Parce que quand on crée, par exemple, une bâtisse, comment les gens rentrent, ça a l'air de quoi à l'entrée, ça parle
c'est quoi l'entité? Est-ce que c'est une banque avec une grande entrée qui est presque intimidante, ou c'est un petit café où l'entrée est beaucoup plus accueillante? Donc il y a une histoire qui est racontée dans l'architecture. Après il y a le côté qui aussi me fascine au niveau des matières, au niveau des quelle texture, de qu'est-ce que ça veut dire utiliser du marbre, du béton, du bois, de l'aluminium. Donc, il y a le côté sens des matières qui est très similaire aussi. Et je pense que dans les deux cas, on cherche souvent à avoir des couches d'essence dans nos productions, dans nos créations, pour que ça soit le plus, ça adresse le mieux possible les messages qu'on veut adresser. Et à quand remonte ton intérêt pour l'art, pour l'architecture? Mon intérêt pour l'art remonte à très longtemps, en fait, depuis que j'ai connaissance. En fait, quand j'avais 12 ans, je voulais dans l'agriculture. Et à partir des 14 ans à peu près, j'ai toujours voulu, soit dans l'art visuel, ou dans les théâtres, ou la musique, ou d'une certaine façon, je voulais être lié avec l'art. Et puis ça n'a pas changé. Donc tu l'as dit tout à l'heure que donc tu es d'origine péruvienne, c'est ça? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as décidé de venir à Montréal particulièrement? Qu'est-ce que tu y cherchais et qu'est-ce que tu y as trouvé? Oui, en fait, à Montréal, j'avais des liens des familles, mais avant ça, c'était surtout parce que je voulais faire du cirque. En fait, j'ai quitté l'architecture pour devenir artiste de cirque. Et Montréal est la métropole, c'est une des villes les plus importantes au niveau du cirque. Il y a les cirques du Soleil, mais il y a aussi les cirques l'Oise, les Sept Doigts à la Main, il y a Flip Fabrique à Québec. Et il y a, à part ces 4 compagnies, il y a plein de compagnies. Il y a l'École nationale des cirques, qui est une des meilleures écoles, parmi les meilleures écoles au monde. Donc, c'est une métropole de cirque. Donc, la destination n'était pas trop difficile à choisir, sachant que j'avais un peu de famille ici. Et finalement, pourquoi, enfin, ça a été quoi le déclic pour toi de finalement faire une école de théâtre dans la production, il me semble, hein, c'est ça? Ouais. En fait, à vrai dire, j'aurais pu faire une école de cirque ou de danse ou une autre forme visuelle, mais c'est la seule école qui avait un cours conceptuel sur la production théâtrale, donc sur la conception lumière, conception sonore, la direction technique et toute la partie technique du spectacle. C'est à mon avis une des seules écoles au Canada qui a une formation aussi poussée dans ce qui est concept. Et c'est ce que moi je recherchais. Donc j'ai aussi l'École nationale des théâtres. Ça, c'était au départ. Et ensuite, une fois à l'école, je me suis rendu compte qu'en effet, puisqu'on parle des théâtres, on parle beaucoup des sens, on parle des mots. Et ça m'a fait toucher un aspect plus poétique de la création, qu'on a beaucoup moins dans le milieu du cirque ou peut-être un peu plus dans le milieu de la danse. Mais c'était plus pour une question pratique que les théâtres, précisément. Mais finalement, je suis tombé en amour avec ce qui est créé en théâtre, la façon de créer un théâtre aussi. Et le fait d'avoir une double culture, donc péruvienne, québécoise, qu'est-ce que ça t'apporte dans ton travail aujourd'hui? Ça m'apporte des références qui sont différentes. Ça m'apporte un point de vue qui est différent. C'est sûr qu'il y a beaucoup de créations que j'ai faites qui ont des fondations sur par exemple des mythes incas, des cérémonies incas, des traditions péruviennes. Après ça amène une autre réflexion sur la réalité des choses et sur, par exemple, quand on analyse un texte, j'ai des références qui sont complètement diverses, qui je trouve peuvent être complémentaires à ce qu'un Québécois ou un Canadien pourrait avoir. Et c'est sûr que l'effet de parler plusieurs langues aussi, ça fait en sorte que quand je voyage, il y a une ouverture qui est différente. Et je me suis rendu compte avec les temps que quand on apprend une langue,
on apprend aussi sa culture Sa manière de penser. Sa manière de penser. Pourquoi je sais pas, en espagnol, quand on parle d'une certaine façon et c'est relié à la culture qui est attachée. Donc, j'ai beaucoup fait des tournées, j'ai appris l'italien, le français, l'anglais. Donc, je parle 4 langues fluidement et ça fait que je dirais pas nécessairement une richesse culturelle, mais une polyvalence culturelle qui fait en sorte que je m'adapte à n'importe quel type de création. Et quelles sont vos compétences chez Up Studio, si on va dire d'un point de vue technique, par exemple? Les miennes personnelles? Chez Up Studio. Chez Up Studios, notre compétence, c'est la scénographie multimédia, c'est notre plus grande force. Et par scénographie, on parle aussi des lumières, on parle des vidéos, surtout au niveau conceptuel, au niveau narratif. On maîtrise très bien la technologie, mais c'est pas les buts je pense que si les gens veulent chercher des spécialistes de technologie, on peut dépanner, mais on n'a pas nécessairement la bonne boîte. Nous, notre spécialité, c'est venir chercher les sens et questionner les sens d'un propos pour trouver la meilleure solution pour les clients, les collaborateurs, la pièce de théâtre, peu importe la forme que ça prend. Donc, je pense que c'est notre grand valeur, c'est qu'on maîtrise plusieurs outils, plusieurs formes de sensorialité avec lesquelles on crée des espaces les plus narratifs, en fait, ceux qui vont répondre les mieux à nos besoins. Et toi, personnellement, sur quel type de projet tu préfères travailler? Est-ce que c'est plutôt du spectacle ou du spectacle dans un théâtre ou de l'art urbain ou bien d'autres types? Je dirais que j'aime les 3 volets sur lesquels on travaille, donc art de la scène, installation d'art public et scénographie multimédia. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est d'échanger d'un à l'autre. Parce que quand on finit une longue production théâtrale, on veut plus rien savoir du théâtre, on est brûlé et on est content de faire une œuvre d'art public. Et même chose quand on finit, on livre une œuvre d'art public. Donc, ce que j'aime particulièrement, c'est la polyvalence et les faits que une forme d'œuvre puisse nourrir notre narratif pour une autre et aussi notre créatif pour une autre forme. Donc, si j'avais à choisir une des 3, je le ferais pas. Je choisirais les 3 comme je fais en ce moment. Oui, ça doit dépendre des moments, en fait. Exactement. Ça dépend des moments, ça dépend des mandats. Et je trouve que l'effet de sauter d'une à l'autre aussi, ça nous rend plus forts créativement, plus imaginatifs. Puis, ça fait aussi en sorte qu'on change des types de clients, des relations des clients. Puis ça fait en sorte que tout est beaucoup plus fluide, plus simple. Oui, puis j'imagine que ça permet de prendre du recul à chaque fois qu'on change de projet, comme si on recommençait à zéro sur quelque chose. Ouais. Quel est le processus de création en général chez Up Studio pour un projet? Les étapes, mettons, comment ça fonctionne pour quelqu'un qui connaît pas du tout ce domaine? Je dirais qu'on commence à essayer de structurer les étapes. On a les étapes logistiques d'un projet qui sont simples à décrire, mais au niveau du processus, c'est très complexe parce que au niveau créatif, on peut pas choisir qu'à 9h quand on s'assoit dans le bureau, mais on va avoir la bonne idée pour le bon projet. On peut pas non plus choisir qu'un projet qui devrait prendre 2 mois à imaginer va nous laisser ces temps-là pour pouvoir l'imaginer. Donc, on est contraint ou stimulé par les contraintes. Donc, j'arrête la misère à dire c'est quoi le bon processus. On essaie de plus en plus de partir des idées. On se rend compte qu'on est bombardé continuellement par des images Instagram, par Pinterest, Facebook,
peu importe. On voit beaucoup d'images et on se crée un inconscient collectif de qu'est-ce qui est beau et qu'est-ce qui est pas beau et comment on doit créer, sur quelle forme. Donc, moi, personnellement, j'essaie de sortir le plus possible de ça pour trouver notre signature. Donc, je commence pas par des mood boards. Je l'ai beaucoup fait dans mon parcours créatif de commencer par des images. De dire, OK, je veux que ça ait l'air d'être ça, des images que j'ai trouvées. Et je me rends compte que c'est très contraignant. Oui, parce que on se renferme à ces images-là. Exactement. Donc, ce que j'ai essayé dernièrement, que je trouve qui donne des très bons résultats, c'est de partir de l'écriture. Partir de, c'est quoi la problématique, c'est quoi mon propos, c'est quoi mon histoire pour amener une solution à cette problématique-là. C'est sûr que c'est un processus qui est un peu plus lent, parce qu'on doit d'abord trouver du sens à l'écrit avant de commencer à chercher la forme. Et une fois qu'on a trouvé la forme, on commence à trouver des images. Donc, il y a plusieurs étapes avant de commencer à scroller sur Google puis à trouver la bonne image. Même que parfois, on n'a même pas besoin de le faire parce qu'on passe direct dans du 3D, on passe direct dans des beauty shots, des images d'inspiration dessinées. Oui, parce qu'en fait, on est tellement, même sans aller sur Google ou Instagram, on est tellement bombardé dans la vie de tous les jours d'images, que ce soit même la publicité, dans le métro et tout ça, donc j'imagine que... Ouais, complètement. Je trouve qu'on est très, au niveau visuel, on est très... saturé. On est saturé, puis je trouve que si on y va avec ce que les publics ou les algorithmes veulent qu'il soit beau, on referme notre créativité. Je suis pas de l'avis que c'est l'intelligence artificielle qui va trouver c'est quoi la meilleure installation ou c'est quoi l'œuvre la plus belle. Je trouve qu'il peut y avoir des algorithmes pour analyser ce qu'on trouve beau. Puis il y a un grand débat là-dessus. Mais moi, mon avis, c'est que si on veut mettre l'être humain de l'avant, mais il faut enlever le plus possible, au moins au départ, pour avoir une fondation qui est forte. Il faut mettre les idées de l'avant. Puis ça peut jouer avec la plasticine, ça peut écrire, ça peut faire de la poésie, ça peut être n'importe quoi où il n'y a pas nécessairement des images en fait, il faut pas qu'on relie notre résultat à une image parce qu'une image est trop forte puis ça reste trop ancré dans la tête. Donc, les plus tard que les images arrivent, les plus fort notre concept va être. Et c'est complexe. En effet, c'est complexe parce que c'est dur d'expliquer sans image ce qu'on veut dire, ce qu'on veut faire. Mais je vous en parlerai dans 2-3 ans si c'est une bonne recette parce que pour l'instant, c'est quelque chose qu'on essaye de plus en plus. Je trouve que ça donne de bons résultats, ça complexifie les processus, mais je trouve que ça donne des résultats qui sont forts. Je m'interrogeais également pour créer une scénographie dans le cadre d'un spectacle. Quant au processus, parce que j'imagine qu'il y a un enjeu supplémentaire qui est, mettons dans un spectacle de danse, de parler avec le metteur en scène, le chorégraphe, de faire en sorte que la scénographie choisie, elle prenne pas trop le dessus sur l'interprétation des danseurs. Donc, c'est quoi le processus dans ce cas-là? Est-ce que vous parlez aux danseurs? Est-ce que vous parlez au chorégraphe? Est-ce que j'imagine que c'est différent de créer une installation urbaine. Ouais. Dans le cas des installations urbaines, on travaille tout seul. Dans le sens Up Studio tout seul. L'équipe de création va travailler ensemble, mais il n'y a pas d'intervenants externes. Pour tout ce qui est art de la scène, on travaille en collaboration. En général, ça va être avec les chorégraphes ou metteurs en scène. Et les buts, ça va être de créer les plus d'essence avec ce qu'ils veulent faire comme chorégraphie. C'est sûr qu'on rentre des contraintes techniques et il faut que ça tourne, il faut que ça puisse monter, il faut que ça puisse rentrer dans un budget. Mais à la base, on essaie d'avoir des discussions plus conceptuelles avant de rentrer dans le concret. Et comment avez-vous fait pour trouver vos premiers clients quand vous avez commencé Up Studio? Comme je disais, Up Studio a été créé comme une suite aux activités à Thomas et moi en tant qu'épigiste. Donc ça s'est fait naturellement. On était déjà booké à l'avance pendant un certain temps, pendant à peu près 8 mois. Donc on a juste, au lieu de signer Gonzalo Soldi, Thomas Payet, on signait Up Studio. Donc ça s'est fait de façon assez limpide, assez limpide, assez fluide.
Là où c'est devenu plus complexe, c'est quand la compagnie a grandi et il y avait des crues dans lesquelles on avait moins des contrats et toute la notion de développement d'affaires est rentrée, aller chercher des contrats, relancer le monde, mais c'est sûr que ça change beaucoup la dynamique d'un pigiste. C'est facile de booker une personne pendant un an, mais booker 8 personnes pendant un an, ça devient beaucoup plus complexe quand c'est juste 2 personnes qui font la recherche de contrat. Mais au départ, je dirais que le départ, ça a été le plus simple. C'est plus vers la deuxième année que c'est devenu plus complexe. Et du coup, avant ça, quand vous êtes devenu pigiste, c'était quoi? Comment vous avez fait pour trouver vos premiers contrats? Mettons le premier, le deuxième. Ça se fait de façon assez naturelle, surtout à Montréal. Il y a beaucoup de demandes et il y a pas assez de main d'œuvre, si on peut l'appeler comme ça. Donc moindrement t'as fait une conception vidéo qui est bien réussie ou une conception d'éclairage, les gens se parlent, les milieux assez petits, donc c'est pas vraiment une problématique au niveau personnel parce qu'il y a une très grande demande. Et là, tu disais tout à l'heure que vos clients, c'est beaucoup les villes, la ville de Montréal, j'imagine, beaucoup, puis d'autres villes dans le monde entier. Comment ça se passe en général? C'est sous forme de concours, d'appels d'offres? Pour ce qui est des villes, oui. En fait, on a 3 types des clients, ou je dirais plusieurs types de clients par marché. Dans le marché des arts, de la scène, nos clients vont être soit les metteurs en scène ou les producteurs. Donc il n'y a pas nécessairement des villes inclus là-dedans. C'est des compagnies. C'est plus des compagnies des arts de la scène. Dans ce qui est œuvre d'art publique, là, il peut y avoir des villes ou plus des organismes qui sont gérés par des villes, comme par exemple le quartier spectacle à Montréal. Il y a Light Waves, par exemple, il y a Quays Culture à Manchester, qui est l'équivalent du quartier spectacle qui nous a engagés pour faire une œuvre. En ce moment, on est en discussion avec d'autres organismes, par exemple à Houston, aux États-Unis, et ces organismes qui sont gérés par les villes. C'est arrivé aussi que, par exemple, la ville de Montréal nous a engagés pour une installation, mais quand il y a, en général, ça passe par des concours, à moins que ce soit en bas d'un certain montant. Ah oui, là on peut faire appel directement à quelqu'un. Là on peut faire appel directement, mais de plus en plus ça ne nous arrive pas parce que les volumes qu'on doit, en fait, la taille des œuvres qu'on crée sont au-dessus de ce montant-là. Donc en général, maintenant c'est plus en plus des concours, des appels des projets, des concours sur invitation. Il y a plusieurs formats, mais ça passe souvent par des pitchs. Ok. En 2018, vous avez réalisé une projection sonore et vidéo sur la façade du musée d'histoire de Montréal pour Greenpeace, pour sensibiliser la population aux problèmes concernant la forêt boréale et la terre des caribous en danger. En quoi ça a été un enjeu de faire un projet pareil, parce que c'est quand même un enjeu environnemental, comme tu disais un peu tout à l'heure, que présenter ce genre d'œuvre, qu'elle tombe devant les yeux de la population, et voilà. Donc c'était quoi l'enjeu? En quoi ça a été un enjeu? Et en quoi ça a été important pour vous de faire un projet pareil? En fait, ça a été celui-ci, ça a été un concours qu'on a remporté. Greenpeace nous a choisi pour créer une œuvre pour sensibiliser les gens. Nous, ce on voulait mettre de l'avant, c'était les points de vue ou les regards autochtones sur la nature. Donc, on a fait des entrevues avec certaines personnes de la communauté autochtone qui nous parlaient de leur vision de la nature. Donc, c'est ce qu'on voulait mettre de l'avant. L'œuvre s'appelle Nous sommes la forêt, We are the forest. Donc, on voulait que les gens comprennent que la forêt, c'est pas à des centaines de kilomètres d'ici, que la forêt c'est pas là-bas, qu'ils prennent conscience que la forêt c'est nous appartient. Et on est lié à cette forêt-là et qu'on a besoin de cette forêt aussi. Donc on a créé une œuvre où on projetait des plans des forêts, des plans des coupes à blanc, et ça finissait par une projection interactive où les gens faisaient, en fait, les gens avec leur corps généraient des aurores boréales par-dessus la forêt.
Et c'est une façon de montrer qu'on est connecté avec cette forêt-là, on est lié de par notre matière, mais aussi essentiellement on a besoin de garder cette forêt-là en santé. Ok. Et comment, de manière générale, comment on fait pour capter l'attention du public? Parce que, comme tu disais, on est dans une société où on a tout un tas d'images qu'on voit quotidiennement, que ce soit dans la rue, sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. C'est quoi l'enjeu? Comment on fait pour capter l'attention? Dans le cas des Greenpeace, je dirais que c'était relativement simple parce qu'il y avait 2 représentations. En fait, l'œuvre durait seulement un soir et les gens étaient conviés à un spectacle avant et un spectacle après la présentation. Donc, c'était bien organisé. Là où c'est un peu plus complexe, c'est quand il faut qu'une œuvre parle pour elle-même et qu'elle raconte quelque chose par elle-même sans une intervention du public. Donc, c'est là qu'il faut avoir ce qu'on appelle les call to action très très clairs. Donc, il faut que les gens comprennent c'est quoi l'appel au jeu, c'est quoi comment qu'on interagit avec l'œuvre. Il faut que ça soit très intuitif, mais en même temps que ça soit intéressant. Et c'est là où c'est plus complexe et il faut beaucoup prototyper, beaucoup essayer. Parce que même si on a des belles théories sur comment les gens vont réagir, il faut le monter, il faut l'essayer, il faut prototyper. Tu disais tout à l'heure que Montréal c'est vraiment connu pour le cirque et c'est aussi connu pour les installations urbaines. Finalement, l'été, il y a énormément de festivals, la vie urbaine est vraiment forte. En quoi tu penses que Montréal est une ville avec une forte émulsion créative? Je pense que je pense que ça en quoi est une ville très créative. Ou pourquoi c'est une ville très créative, c'est par notre besoin de communiquer, de se rassembler. Je connais très peu des villes où il y a autant de festivals pendant toute l'année. Même on va braver l'hiver pour aller dehors et jouer ou écouter de la musique. Et je pense que c'est une grande qualité des Montréalais. Puis c'est quelque chose que même si j'ai fait les tours du monde, je le vois pas souvent avec autant de présence au courant de l'année. Ce qui a fait en sorte qu'on a créé si on veut, un marché pour les œuvres d'art public. On a créé un marché pour créer du divertissement et des œuvres d'art qui peuvent faire office de divertissement aussi. Donc, je pense que si Montréal est une ville très créative, c'est par notre besoin de s'exprimer. J'ai l'impression aussi qu'on cherche à trouver du sens, à trouver c'est quoi notre histoire. C'est une ville qui est relativement jeune, c'est un pays qui est relativement jeune, si on se compare à l'Europe ou à l'Amérique latine. Et au niveau culturel, au niveau historique, au moins du legs que les gens qui sont arrivés ici à 400 ans ont. Donc, il y a tellement de gens de partout dans le monde qui se sont rendus au Québec et notamment à Montréal que ensemble on devient créatifs pour trouver c'est quoi notre culture puis trouver c'est quoi les sens à nous tous ensemble. Donc je pense que ça fait partie de pourquoi il y a autant de festivals, pourquoi il y a autant d'œuvres d'art public, pourquoi il y a autant de spectacles qui appellent à l'interaction, qui appellent à la rencontre. Ok. Comment tu vois Montréal dans, mettons, 5 ou 10 ans? 5 ou 10 ans, je pense que c'est une ville qui en 5 ou 10 ans, j'ai l'impression que ça évolue pas si rapidement depuis les années 60, 67 pour être plus précis. Oui, il y a pas beaucoup de changements au niveau des infrastructures qui se font malheureusement, mais je parlerais plus d'un 20-25 ans où je pense que la créativité, la technologie montréalaise va faire en sorte qu'on va beaucoup se distinguer, puis on va être forcé à créer des vrais avancements. Parce que je pense que côté infrastructure, on a un léger retard qu'il faut rattraper pour que des initiatives comme celle du quartier spectacle puissent avoir lieu
ailleurs à Montréal. Mais c'est vrai, je rejoins ce que tu dis. C'est vrai qu'on voit par exemple le métro, il y a plein de choses comme le parc l'île Sainte-Hélène, c'est le parc Jean Drapeau, tout ça qui ont été créés pour l'expo universelle de 1967. Ouais. Et c'est vrai que on sent que, enfin moi qui travaille dans l'architecture, je vois qu'il y a beaucoup de constructions, de choses qui se font, beaucoup de concours, etc. J'ai l'impression que la ville a besoin c'est pour ça que je disais plus 25 ans que 5 ou 10, parce que je pense que dans les 5 et 10 prochaines années, il faut asseoir les infrastructures pour qu'elles soient solides et durables avant de penser à un divertissement, même si ça va continuer à se faire en parallèle. Mais je pense qu'en 25 ans, d'ici 25 ans, on va pouvoir être en mesure de réinventer complètement c'est quoi une place publique, puis c'est quoi la place de l'être humain dans une place publique. Je pense que d'ici là, il y a beaucoup de travail qui va se faire. Ça se fera pas du jour au lendemain. Mais si on parle des villes, je pense qu'il y a du travail à faire au niveau des transports, infrastructures et qui doit être fait pour qu'on puisse arriver là. Et je voulais te poser des questions par rapport au spectacle. Est-ce que tu aimes aller au théâtre, j'imagine? Oui, bien sûr. Et quelles expériences tu recherches quand tu vas au théâtre? Ça dépend dans les cas dans lesquels je suis. Puis parfois, je peux être surpris d'aller voir une pièce et me dire je vais passer 1h30 ou je veux pas apprendre grand chose, je vais peut-être faire une petite sieste. Mais finalement, on est surpris. Je pense que je suis ouvert à des expériences qui me surprennent. Et il n'y a pas une chose en particulier que je cherche, mais à partir du moment où je suis surpris et j'ai appris quelque chose, c'est pas nécessairement un apprentissage historique, mais un apprentissage, ça peut être émotif aussi, ça peut être de toutes sortes de façons. Mais à partir du moment où je suis surpris, pour moi, c'est une belle expérience. Et par exemple, une des dernières performances que tu as vues qui t'a marqué, est-ce que tu peux nous en parler, si tu t'en souviens? Des théâtres? Oui, ou de spectacles, peu importe, que ce soit même dans urbain. Je pense qu'une des pièces de théâtre que j'ai aimé le plus dans les derniers 10 ans, facilement, c'était 887 de Ex Machina. Donc, c'est Robert Lepage qui joue sa propre vie. Et c'est très touchant, c'est simple, c'est beau, c'est une pièce qui est très sincère, puisque c'est lui qui joue son propre personnage. Je trouve que c'est une simplicité qui est très créative. Il peut prendre n'importe quoi et raconter une histoire avec un bout de carton, et puisqu'il raconte il est un expert pour nous faire voyager dans l'imaginaire. Donc c'est la simplicité que j'ai trouvée. Puis je sais qu'il y a une technologie quand même derrière son spectacle qui est simple, mais une technologie quand même. Mais je trouve que même sans cette technologie-là, puisque l'être humain devant et la parole est forte, c'est une pièce qui nous fait voyager. C'est une des choses que je répète souvent quand je crée, c'est qu'au début, c'est pas la technologie qu'on développe, mais qu'est-ce qu'on dit avec. Et à partir du moment où ce qu'on dit avec est forte, on peut prendre la technologie la plus simple et raconter quelque chose. Parce qu'il faut qu'en fait la technologie elle serve le propos et non pas l'inverse. Exactement. C'est parfois ce qui est difficile avec les technologies maintenant. Parfois on a l'impression que les gens ils veulent montrer la performance de la technologie. Ouais. Mais j'ai vu aussi récemment que vous aviez été accompagné par l'accélérateur Lapsine. Ouais. C'est d'ailleurs comme ça plus ou moins que je vous ai connu. Je vous connaissais un peu avant, mais okay. Voilà. Quel était le but et qu'est-ce que vous avez obtenu? En fait, à la piscine, on a fait un programme qui s'appelle les Deep Dive, où on plonge dans l'entrepreneuriat pour vrai, comme des adultes, et on a travaillé pendant 1 an et demi à trouver c'est quoi notre facteur de différenciation, à trouver comment qu'on fait pour grandir en tant qu'entreprise, pour prendre plus d'ampleur. Et c'est un processus où on a parti de la base. Qu'est-ce qui est Hub, qu'est-ce qu'on veut dire, puis on a bâti toute notre narrative des compagnies aussi, qu'est-ce qu'on raconte, puis comment on se distingue des restes des compagnies. Une fois qu'on a fait cette partie-là qui est plus au niveau du why,
qu'est-ce qui nous anime. On a travaillé sur les comment on le fait. Donc, on a fait un plan d'exportation, un plan des finances aussi. Donc, ça a été un processus dans lequel on trouve du sens qu'on structure la compagnie pour qu'elle puisse grandir. Et pas juste qu'elle puisse grandir pour grandir, parce que c'est quelque chose qu'on voit aussi souvent. On veut plus, on veut un revenu annuel plus gros, mais on sait pas trop pourquoi. Donc, c'est donner des objectifs qui sont réalistes et qui sont en accord avec ce qu'on veut être dans le marché et mettre les processus en place pour y arriver. Donc, ça a été ça pour la dernière année et demie. On vient définir notre processus et avec un plan d'exportation qui est à l'image de qui on veut devenir. Et quand je dis qui on veut devenir, on fait partie à Montréal, on est très créatif, comme on le disait depuis le début. Et une des raisons pourquoi on veut exporter, c'est pas nécessairement, c'est pas seulement pour aller chercher les enveloppes ailleurs, mais c'est aussi parce qu'on est très fiers de ce qu'on fait à Montréal, créativement et technologiquement. Et on sait qu'on a une valeur qui peut s'exporter. Et donc, c'est comment on adresse cette valeur-là pour que ça soit quelque chose qui est commercialisable, que ça soit que les gens à l'extérieur puissent l'apprécier pour vouloir venir à Montréal chercher des talents. Mm-hmm. Donc, ça fait en sorte qu'on devient en quelque sorte des représentants de Montréal partout dans le monde. Puis c'est ça aussi en fait, c'est surtout ça qu'on trouve intéressant dans l'exportation. C'est sûr que la question financière, Montréal c'est une petite ville, donc il y a des projets envergure par année, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est surtout le fait de représenter la ville, la province, les pays à l'international et montrer de quoi on est capable. Mm-hmm. Et vous l'avez déjà un petit peu fait avec plusieurs projets, comme tu disais, à Manchester, à Francfort aussi. Ouais. En fait, on l'a fait à plus petite échelle. Et l'année prochaine, c'est la vraie épreuve qui arrive, qui est Francfort 2020. Donc, on a été choisi partout au Canada pour être la firme qui fait la direction artistique et les designs du pavillon du Canada à la Foire du Livre de Francfort. Okay. Le Canada étant l'invité à l'honneur. Donc, c'est un grand défi, c'est un grand privilège aussi de représenter le pays. Et c'est les défis qui nous attendent en 2020, que j'espère qu'on va le représenter à la hauteur de nos ambitions. Ok. Ça rappelle un petit peu l'histoire de l'Expo 67 à Montréal, ce côté-là, le côté représenter le Canada international. Et qu'est-ce que tu conseilles aujourd'hui à quelqu'un qui veut travailler dans le domaine de la scénographie et qui n'a pas forcément de diplôme ou de connaissances dans ce domaine, mais qui est intéressé par ce domaine? Ça dépend des l'âge. C'est sûr que faire une école, ça aide à avoir écrire un réseau de contacts. Faire une école, ça aide aussi à avoir des fondations qui sont plus solides. C'est sûr que si c'est quelqu'un qui est plus âgé, c'est une question délicate parce que ça dépend du background, mais je pense que ce que je dirais, c'est qu'il y a de la place. Il y a beaucoup de place. Il faut de l'humilité pour commencer en bas de l'échelle, comme dans n'importe quel métier, et assister scénographe. Il faut t'intéresser, il faut persévérer. Mais je dirais que c'est un métier qui est passionnant. C'est celui de la scénographie parce que ça t'ouvre toutes sortes de portes pour les théâtres. En fait, il y a la scénographie pour les théâtres, mais bon, il y a quelque chose qu'on répète tout le temps. C'est le monde est un théâtre. C'est une phrase de Shakespeare qu'on répète dans tous nos pitchs parce que c'est la phrase qui nous définit le mieux parce qu'on s'est rendu compte depuis un certain temps que on veut pas travailler seulement dans les arts de la scène, mais on veut amener cette théâtralité ailleurs. Oui, à l'espace public, oui, à des foires du livre, ça peut être dans des entrées d'un hôtel, dans
Sur les murs du Vieux Montréal. Sur les murs du Vieux-Montréal, ça peut être un peu partout, en fait, parce que là où on a du public, il y a une possibilité de raconter. Les théâtres, à la fin, c'est ça, c'est raconter. Donc, si je reviens à la scénographie, c'est pas que le théâtre. Il y a plusieurs parcours qui peuvent amener à la scénographie, et je pense que c'est étant une société qui cherche du sens, il y a beaucoup de place pour donner du sens à des environnements. Donc, pour moi, c'est un métier d'avenir, celui de la réflexion aussi, parce que on parle beaucoup de la programmation et l'intelligence artificielle et le côté digital. Mais selon moi, il faut d'abord qu'il y ait un propos pour servir cette technologie. Ouais, selon moi, et j'espère pas me tromper quand je dis ça, mais je pense que l'humain a beaucoup d'avenir dans l'humanité. Donc, il faut pour qu'il y ait de l'humain, il faut des gens qui réfléchissent à comment on veut vivre, à qu'est-ce qu'on dit quand on vit, à c'est quoi notre culture. Et la scénographie a un gros rôle à jouer là-dessus. Et est-ce que tu as des conseils de sortie, d'endroits à visiter, de spectacles dans les prochains jours, les prochaines semaines à Montréal? À Montréal, qu'est-ce qu'il y a qui s'en vient? Pendant les temps des fêtes, je vous conseille de prendre du temps off, de profiter de la fin de l'année pour vous évader. Sinon, je sais qu'il y a une exposition des Van Gogh, je pense qu'il y a l'Arsenal, qui semble très intéressant, très polémique aussi, parce qu'on remet en question quelle est la place de l'art et quelle est la façon de voir de l'art. Est-ce que quand on crée la projection d'une peinture, ça arrête d'être de l'art et c'est du multimédia? Est-ce que le multimédia c'est de l'art? Donc je pense que c'est une belle exposition pour Montréal et surtout là où on est rendu dans notre démarche multimédia. Après ça, au niveau des spectacles, j'avoue que je suis pas trop au courant de ce qui se passe, mais ça serait la sortie que je recommanderais. Ouais, c'est déjà un bel exemple. Je l'ai pas encore vu, mais je vais aller la voir, c'est sûr. Ouais. C'est intéressant. Et enfin, dernière question, est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire au quotidien, que ce soit dans ton travail, dans ta vie? Il y en a beaucoup. Je pense que fondant une compagnie, c'est inspirer puis être inspiré. Puis je suis souvent inspiré par les employés, les collaborateurs. Et j'aurais pas une personne en particulier à nommer, mais j'ai l'impression que les gens qui font un métier qu'ils aiment, qui font avec passion, c'est des gens qui m'inspirent énormément, qui me motivent à y aller de l'avant, à continuer à faire des folies qui parfois sont pas évidentes à trouver quel est leur sens. Donc c'est ces gens-là qui m'inspirent, des gens qui y vont sans peur de se tromper. Merci beaucoup pour cette interview, c'était très intéressant. Et puis à bientôt. Au plaisir. Merci à Gonzalo d'avoir pris le temps de me recevoir et merci à vous d'avoir écouté jusqu'ici. Vous pouvez retrouver Up Studio sur leur site internet www.upstudio.co et sur leur Instagram @hub.studio. Quant au podcast, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Montréal Boulevard, sur Facebook, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et un 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt sur Montréal Boulevard.